La pandémie à coronavirus affecte tous les secteurs d'activité. Nous allons ce soir plonger dans le secteur de la microfinance qui vient, on le sait, en aide à beaucoup de compatriotes. Et en ces temps où les activités ne marchent plus, eh bien, est-ce qu'il faut un moratoire sur les remboursements de crédit? Nous allons poser la question ce soir à notre invité, Ange Ketor. Monsieur Ketor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo. Merci à vous d'être notre invité. Déjà, dites-nous, depuis l'avènement, la survenance de la pandémie à coronavirus, je l'ai dit tantôt, tous les secteurs d'activité sont impactés. Quelle est la situation au niveau des microfinances? Merci beaucoup, Samuel. Merci de nous avoir invités à cette émission-là. La pandémie a été une surprise. Nous avons fait nos programmes en début d'année et nous étions en pleine réalisation, en pleine mise en œuvre des programmes. Quand en début mars, nous avons eu écho de la pandémie et ça a bouleversé un certain nombre de choses. L'épargne n'est pas au point. Oui. Il y a eu baisse au niveau de l'épargne parce que la population avait peur. Personne ne prévoyait quoi que ce soit. On ne voyait pas l'issue. Et il fallait, pour certains, retirer rapidement ce qu'on a sur les comptes et aller les déposer à la maison. Mais ce qu'on certains nous ont confié, c'est que aussi vite que tu le récupères, et aussi vite tu le dépenses. Et ça va créer un autre problème. Donc, dans un premier temps, l'épargne a commencé par baisser. Le crédit a suivi parce que les activités sont ralenties. Et à un moment donné, nos clients s'approvisionnent en Chine. Et dès le début de l'année, même on sentait la chose venir. Et ça s'est accru avec l'annonce officielle de la pandémie. Et les activités de crédit ont baissé. Les remboursements ont également baissé. La qualité du portefeuille a suivi naturellement. Donc, globalement, les activités sont à la baisse. Et il faut dire que c'est du jamais vu. Depuis un certain nombre d'années. En tout cas, depuis que moi je suis arrivé dans le secteur, pratiquement 20 ans, je n'ai jamais assisté à un tel phénomène. Mais généralement, les microfinances sont présentées comme des institutions qui ont un peu les reins solides. Oui, mais qui a prévu que les retraits se fassent en masse sur, par exemple, un portefeuille de dépôt de à peu près 170 milliards en 3 mois, il y a eu 7 milliards de retraits. C'est du jamais vu. Donc, on peut beau être solide, mais on ne voit pas l'horizon, donc tout le monde a peur. C'est pas une question. Mais si on est solide financièrement, on reçoit moins le choc. C'est les institutions qui étaient déjà souffrantes, agonisantes et qui ont reçu le coup. Mais il faut dire que les autorités sont à côté et nous ont reçus 2 ou 3 fois déjà et on a réfléchi à la chose. Pour l'instant, on est plus ou moins tranquille. C'est pas ce qu'on avait vu venir en début mars. Et ça se stabilise. Même l'épargne revient progressivement. Et plus ou moins, on comprend la Covid ou le Covid-19, on comprend. Et plus ou moins, on commence par atterrir. Alors, on commence par atterrir, mais en même temps, on sait qu'au niveau des particuliers, au niveau de vos clients, la situation pour beaucoup n'a pas encore redémarré. Il y a beaucoup qui ont perdu leurs activités. Il y a beaucoup qui vont mettre plusieurs mois avant que ça ne redémarre. Mais c'est des gens qui sont sous prêt. Quelle réflexion il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été concrètement proposées à ces gens-là? Oui. Il faut rappeler que tout à fait au début, le 21 mars, et la BCEAO avait sorti un avis qui s'adressait aux banques et aux PME, PMI. Mais nous avons réagi à cet avis-là pour demander à la Banque centrale
de l'élargir parce que l'avis autorisait les banques à venir en refinancement, c'est-à-dire que la BCEAO met des ressources à leur disposition, alors que notre loi ne nous permet pas d'aller à ce guichet-là. Et s'il faut prendre des ressources, c'est à travers les banques qu'il faut le faire. Et l'avis ne précisait rien par rapport au secteur de la microfinance. Il a fallu qu'on réagisse pour qu'un autre avis sorte le 27 avril pour permettre aux institutions d'accéder d'abord aux ressources qui vont sortir du guichet de la BCEAO, mais également concéder des reports d'échéance, ce que vous appelez moratoire, des reports d'échéance aux clients. C'est quoi le report d'échéance? C'est juste un déplacement du tableau d'amortissement. Aujourd'hui, c'est le 8 juin. Vous devez payer le 8 juin. Vous ne payez pas le 8 juillet, vous ne payez pas le 8 août, vous payez le 8 septembre. Maintenant, l'avis dit qu'il n'y a pas de retenue de frais de retard, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien à calculer sur la période. Donc, c'est ce que l'avis 00804 du 27 avril a sorti par rapport aux clients dont les activités ont été affectées. Ce n'est pas tous les clients. Ceux dont les activités ont été affectées, c'est par exemple ceux qui vendent les soirs. Et avec le couvre-feu, ils ne peuvent plus vendre. Les écoles privées, les églises, c'est ceux-là qui sont affectés. Et le client, suivant l'avis, doit faire la demande. Contrairement à ce que l'opinion pense, c'est qu'il y a une remise, un abandon de créance, c'est-à-dire que tu ne payes plus, c'est fini, c'est éteint. C'est ça l'aide qu'on fait à la population. On ne peut pas faire la finance comme ça en laissant les créances, en exonérant. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour... Donc, accompagner, c'est que les gens approchent les institutions, posent le problème. Les analystes, les gestionnaires du portefeuille sont là pour confirmer que l'activité est touchée par pour qu'on ne laisse pas le champ aux opportunistes. Donc, c'est ce qui se fait. Et fin mars, fin avril, on avait eu un peu plus de 2000 demandes. 2000 demandes de report. Mais il y a aussi un phénomène, c'est que les gens se plaignent. Ils sont dans leur maison, ils se plaignent. Sans se déplacer, sans aller vers les institutions. On ne peut pas décréter un abandon de créance. On est à la maison, puis on dit, bon, laissez-nous tranquille, on ne paye plus. Non. Vous êtes en difficulté, vous vous approchez des institutions, vous posez le problème. Dès que c'est avéré, et ce qu'on conseille même, c'est qu'il y ait juste une fiche que les gens remplissent comme demande. C'est pas une lettre qu'il faut rédiger, c'est juste une demande. Et puis, c'est réglé. Maintenant, ce qu'on demande aux institutions aussi, c'est d'approcher les clients. Les gens ne peuvent pas se déplacer. Certains, c'est parce que c'est pas vrai ce qu'ils sont en train de dire. Il faut se déplacer vers eux et voir véritablement si ce qu'ils disent est fondé. Et dès que c'est fondé, on passe à l'acte. Alors, ça veut dire, si on prend en compte cette situation, toutes les personnes qui ont été affectées, vous l'avez évoqué tantôt, les gens qui travaillaient la nuit, ces vendeuses ou vendeurs de nuit, ou d'autres personnes, les fondateurs d'écoles et autres, qui ont approché les institutions de microfinance, ont bénéficié de ce report-là. Oui. Mais la réalité, c'est quoi? Quand on explique aux gens que c'est juste un déplacement du tableau d'amortissement, et donc, ils voient que dans tous les cas, ils vont payer. Préalablement, ils pensaient que c'est un abandon de créance, ils ne vont plus payer. Ça veut dire que les 3 mois, c'est 3 mois 2 fois, 3 mois renouvelables 1 fois. C'est juste un sursis. De 6 mois en plus. Eux, en fait, le client ne voulait pas ça. Mais quand on explique ça, il y a des gens qui disent, au lieu de payer 100 francs, je peux payer 50 francs pour le moment. Je paye 75 francs le temps que la situation s'améliore. C'est ça aussi la réalité. Il y a des gens qui sont touchés, mais qui peuvent tenir encore 3 mois, encore 6 mois, en payant une partie. Voilà. Maintenant, d'autres qui sont totalement à terre et qui demandent qu'on reporte
l'échéance. Pire même, il y a des gens qui demandent qu'on renouvelle le crédit. Ok. Ça, c'est du ressort des DG des institutions de voir si vraiment il y a une activité à soutenir, parce que le crédit est fait pour soutenir une activité génératrice de revenus. Parce que finalement, c'est aussi des situations auxquelles il faut penser. La personne exerce une activité, c'est ça qui lui permet de payer ses crédits. Oui. Finalement, l'activité est complètement à terre. Et le temps qu'elle a passé à la maison, elle a peut-être dépensé même ce qu'elle avait épargné. Le capital même Donc, est parti. Finalement, Le fonds de commerce. il faudra lui redonner les moyens de reprendre ses activités. Oui, ça, on ne refuse pas. Il faut lui donner les moyens. Encore faut-il qu'on soit dans le vrai. Parce que l'activité de crédit nous a fait découvrir d'autres rouages de la vie. Hein? Les gens ont des comportements terribles devant l'argent. Donc, il faut approcher les gestionnaires des institutions. C'est eux qui ont la charge d'analyser les situations. Et si c'est bon, ils proposent le financement de l'activité, un nouveau financement de l'activité suivant un calendrier qui vont convenir ensemble. Ce qui n'annule pas l'ancien crédit. Ça n'annule pas. L'ancien crédit demeure, mais eux-mêmes, ils vont voir s'il faut différer, comment il faut le faire. Ils vont voir ça, de façon que la nouvelle activité puisse reprendre et que c'est eux qui verront à quel moment il faut débloquer le crédit. Est-ce qu'il faut le faire maintenant? Est-ce qu'il y a une activité qui existe? C'est à eux, aux gestionnaires, de voir l'opportunité du nouveau crédit. Des fois, on peut te dire qu'on a besoin de crédit, mais ce n'est pas opportun. Il va falloir aller confirmer. C'est un travail de Saint Thomas. Il faut aller vers la réalité pour confirmer les choses. Alors, vous avez dit le report de crédit, c'est de 3 mois renouvelables une seule fois. Ça veut dire tout au plus 6 mois. Ce qui veut dire que sur la base des études qui ont été faites, c'est que au bout de 6 mois, les activités doivent pouvoir redémarrer. C'est ce qu'on pense. Et on prie vivement que ça reprenne parce que ce n'est pas une situation gaie. J'ai dit tantôt que moi, depuis 20 ans que j'exerce dans ce secteur-là, je n'ai jamais vécu une situation comme ça, où on est là, et les charges sont là, au point, et les activités n'évoluent pas. Et vivement que ça passe vite pour qu'on puisse retrouver le train de vie normal. Mais ça reste quelque chose d'aléatoire. On ne sait pas quand Oui, mais on se dit 6 mois... Tant plus qu'on annonce que nous serons en situation d'endémie, finalement. Oui, mais 6 mois, sois pas pessimiste. Faut pas être pessimiste. 6 mois, on se dit que ça va aller. 6 mois, ça va pouvoir aller. Même... Maintenant, on doit vivre avec la maladie. Bien sûr. Il faut vivre avec. Donc, on est dans cette dynamique-là. On va ouvrir les écoles, on va ouvrir les églises et la vie va continuer. Donc, disons que dans 6 mois, ça va pouvoir aller. Alors, il y a aussi toutes ces personnes, par exemple, qui ont fait des prêts, qui doivent payer des crédits, mais qui peut-être ont 2 ou 3 activités, qui, dans la situation, maintiennent une activité, mais d'autres activités sont affectées. Alors, puisqu'on dit que c'est ceux dont les activités ont été affectées par les mesures de restriction prises, finalement, ces gens qui sont dans cette catégorie, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est l'activité qui est affectée, qui est étudiée. Vous avez, je prends l'exemple, vous avez 3 activités. L'activité A a des problèmes, les 2 autres sont tranquilles. Mais s'il y a lieu de renouveler ou de faire un appoint, c'est sur l'activité qui est touchée par la pandémie. Donc, théoriquement, il n'y a pas de souci, à moins qu'il y ait d'autres choses autour. On doit pouvoir financer au besoin l'activité qui est affectée ou reporter les échéances de ces adhérents. Maintenant, si c'est le seul crédit qui a permis de diversifier, il faut aller voir dedans pour voir telle activité est plus rentable que telle, ou en tout cas des analyses plus approximatives de l'activité pour savoir. Donc, si c'est 3 crédits qui ont servi, alors on prend le crédit qui a des soucis. Et s'il faut faire une opération, c'est autour de ce crédit-là qu'il faut faire ça. Alors, je donne un exemple très palpable. Il y a un monsieur qui exerce, par exemple, dans l'enseignement, mais qui tient également une autre activité. Finalement, on a fermé les écoles, alors qu'il était sous prêt. Et c'est avec ce que lui rapportait l'enseignement qu'il payait son crédit.
il a une seconde activité qu'il continue de faire, mais ça, il s'occupe des besoins de la maison. Est-ce qu'il peut aller voir son institution pour leur expliquer la situation et tenter de négocier? Pas de problème. Il peut aller. Il y a des gens qui sont dans les écoles privées, Oui. mais qui ont toujours leur salaire ou une partie de leur salaire. Est-ce que la personne là est affectée? En partie. Voilà. Donc, il faut aller faire les études et confirmer un certain nombre de choses et voir s'il y a lieu de l'accompagner. Peut-être qu'il n'a pas besoin d'un accompagnement total, il a juste besoin d'un support. On lui donne ça. Il n'y a pas en fait de problème. Mais c'est quand les gens ne disent pas la vérité que ça devient compliqué. Alors maintenant, au niveau des microfinances elles-mêmes, c'est les fonds pour supporter cette situation-là, vous l'avez dit, c'est sur le crédit sorti par la BCEAO, c'est ça? Non, pour l'instant, les institutions se débrouillent. De façon générale, les institutions se débrouillent. Mais il y a l'opportunité d'aller refinancer ces crédits-là à travers les banques, à la Banque centrale. Il y a cette opportunité-là. Et nous sommes en train de travailler dans un comité qui est mis en place par le ministre pour recueillir, c'est entre nous, les banques et le ministère des Finances, pour recueillir les demandes possibles et voir comment les adresser. Pour l'instant, les demandes ne sont pas aussi nombreuses. C'est là où je dis, on commence par atterrir. Moi, j'aurais vraiment souhaité cet atterrissage-là paisible que d'aller, parce que dans tous les cas, c'est un crédit. La BCEAO ne donne pas gratuitement de l'argent. C'est un crédit que les gens vont prendre. S'il n'y a pas d'objet à financer, vous allez payer les charges dessus. Donc, vraiment que la situation, on en arrête ici pour qu'on n'aille pas prendre des crédits qui vont alourdir les charges pour rien. Donc, pour l'instant, les institutions se débrouillent et il n'y a pas de souci de ressources en tant que telles pour l'instant. Mais est-ce qu'on a des institutions qui, au moment où nous sommes en train de parler, nous sommes en juin, ça a commencé depuis mars, qui sont vraiment en difficulté? Ça dépend de comment... Moi, en spécialiste, je dis, c'est pas encore très criard. Il y a des gens, dans l'introduction, on a dit, il y a des gens qui sont en agonie, qui étaient en agonie. Déjà. Là, la situation les plonge dans une étape supérieure. Mais les gens qui avaient déjà une capitalisation assez conséquente subissent quand même dans une moindre mesure. Donc, pour l'instant, il y a d'autres mécanismes qu'on met en interne entre institutions pour se soutenir. Ça aussi, ça existe, mais ce n'est pas encore activé. Est-ce que vous voyez? En interne, il y a des mécanismes pour se soutenir entre institutions. Ce n'est pas encore activé. Parce qu'il n'y a pas de demande? Il n'y a pas encore de demande en tant que telle. Dans tous les cas, c'est des crédits. Et on est prudent, mais on attend que la situation arrive à un niveau, ce qui n'arrivera pas, pour activer et les mécanismes internes et ce que la BCEAO prévoit. Pour l'instant, il n'y a pas de demande en tant que telle. Alors, pendant cette situation, ces mois qu'on a connus, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui si le ministère de tutelle, qui est le ministère des Finances, a été là pour vous? Oui. Samuel, moi, je suis dans le secteur de la microfinance depuis 1998. Et j'ai vu comment le ministre a répondu promptement à notre demande. Nous, on l'a saisi. Je crois que c'est lui qui nous a appelés d'abord. Et dans un premier temps, nous l'avons saisi. On a été reçus déjà à la fin de la semaine. Et nous avons convenu des choses. Nous avons demandé des explications sur ces avis-là. Le directeur national de la BCEAO était là pour nous répondre. Nous avons remonté l'information à notre fédération dans l'UEMOA qui fait le plaidoyer au niveau du siège de la BCEAO à Dakar. Donc, et ça a travaillé, ça a beaucoup travaillé au Togo et dans la sous-région. Nous reportons toujours ce qui se passe au Niger, au Sénégal. Et quand on rencontre le ministre, on lui dit par exemple, voilà ce qui se passe au Niger, voilà ce qui se passe au Sénégal.
Et je crois que la toute dernière rencontre, l'avant-dernière rencontre qu'on a eue le 5 mai, et le ministre il devait se rendre à une autre réunion, mais il a regretté de nous quitter. Et il a fait des analyses de techniciens qui ont émerveillé nos collègues qui étaient là à la réunion avec nous. On aurait souhaité que notre tutelle nous mette les ressources comme cela se passe. Oui. Par exemple au Sénégal, et par exemple au Mali, où le comité qui a été mis en place là est soutenu, les chiffres sont connus. À part le fait qu'il y a le refinancement de la Banque centrale, l'État du Mali met quelque chose pour les institutions, met quelque chose pour les banques, etc. On aurait souhaité que ce soit ça. Mais bon, on est dans un comité. On ne sait pas ce que le ministre réserve, mais on aurait souhaité d'être accompagné comme au Sénégal ou au Mali. Alors, vous l'avez dit, hein, vous avez écho de ce qui se fait au Sénégal, au Mali, au Niger et tout. Est-ce que les difficultés sont les mêmes? C'est-à-dire le ressenti de l'impact de la crise sanitaire, c'est quasiment les mêmes? Bon, c'est quasiment les mêmes choses, hein, parce que chaque environnement réagit. Et chaque pays a ses mécanismes, chaque pays a ses moyens, mais au fond, c'est les mêmes ressentis. C'est les mêmes ressentis. Mais ici, j'avoue que quand on est en réunion, je sens qu'on fait des efforts ici. On fait des efforts, mais on aurait souhaité être accompagné comme nos collègues du Sénégal, comme nos collègues du Mali, qui ont fait quand même des exploits durant les 3 mois. Là. Alors, la situation sanitaire, c'est, en tout cas pour ce siècle-ci, c'est une première. Est-ce que, finalement, vous en tirez des leçons en termes d'activité que vous faites? Quelles leçons vous en tirez de ce que vous avez vécu? Beaucoup de leçons. Si toute une carrière durant, on n'a jamais vu une situation comme ça, il faut en tirer les leçons. La première leçon, c'est au niveau de la capitalisation des institutions. On a fait beaucoup de séminaires sur la gouvernance des institutions, sur la capitalisation des institutions. La gouvernance, c'est qui sont les dirigeants de l'institution. La capitalisation, c'est le coussin financier que l'institution met pour résister au choc. Mais les institutions qui ont une bonne assise financière ne sont pas aussi secouées. Mais celles qui étaient dans un coma déjà en septembre 2019 se sont vues plonger par cette situation. Donc, il faut bien gérer les structures. Il faut bien gérer les structures. Il faut bien gouverner les structures. Il ne faut pas choisir son cousin comme administrateur. Il faut choisir celui qui a les compétences. On est en finance et la finance est une science. C'est celui qui connaît la matière qui doit siéger pour donner des conseils au DG. Mais s'il choisit son beau-frère comme président du conseil d'administration, ils vont travailler. Peut-être qu'ils vont travailler de façon lassiste ou négligente et ils vont conduire l'institution à la ruine. Aujourd'hui, nous desservons 3 millions de nos concitoyens, plus de 3 millions de nos concitoyens. Comment on peut... Je disais à un responsable ce matin, mais votre institution gère plus d'1 200 000 comptes. Imaginez s'il y a un problème, combien de Togolais vous allez mettre en difficulté. Là, chaque minute de votre vie, vous devez réfléchir à travailler à sécuriser le patrimoine qu'on vous a confié. Donc, autant de leçons, autant de réflexions. Je suis sûr que nos façons de fonctionner vont changer fondamentalement. Et quand on met les mesures barrières, on nous dit de vous approcher pas de vous. Ça appelle la digitalisation. Voilà. Ça appelle la digitalisation. On a commencé par en parler en janvier, février, quand le phénomène est arrivé. Là, ça apporte de l'eau à notre moulin. Il faut digitaliser les processus. On va me dire que ça va réduire le personnel, mais on va recycler, on va redéployer les gens à d'autres choses. Donc, autant de leçons. Nous avons suivi beaucoup de conférences au niveau international, beaucoup de webinaires qui font des réflexions sur l'avenir.
il y en a encore qui vont arriver. On a reçu encore une invitation ce matin pour une conférence binaire. Donc, c'est beaucoup de réflexions qui s'amènent, qui vont changer la façon d'opérer dans les mois, dans les années à venir. Alors, donc, il urge d'opérer des réformes dans la gouvernance des microfinances. Gouvernance, oui. Gestion des institutions. Mais quand vous parlez, par exemple, de la capitalisation, là, c'est une question de portefeuille de clientèle. S'il y a une institution qui n'en a pas beaucoup, elle aura forcément des difficultés de capitalisation. Non, la capitalisation, ça ne dépend pas ça ne dépend pas directement du portefeuille de la clientèle, mais c'est la qualité de la gestion de l'institution qui lui permet de dégager des résultats sur plusieurs années. Ces résultats cumulés-là, la loi demande que ça soit à 15% des actifs. Donc, chaque fois, il faut veiller à garder les 15% des actifs. Quelle que soit la taille de l'institution, si elle respecte cette norme-là, elle sera solide. Okay. Au vu de la loi, elle doit être solide. Et dans une petite blague, le DN disait à certains DG, c'est ce pourquoi on vous disait d'avoir les 15% de capitalisation. Si vous avez les 15%, là, il y aura Covid, mais vous ne serez pas secoué. Donc, il y a lieu de travailler. Ce n'est pas sur toujours la taille, mais on peut être petit et faire des trucs de bonne qualité. Alors, mais au-delà de ça, on sait que les institutions de microfinance, c'est ça qui sont véritablement un palliatif pour les banques, par exemple, où il est beaucoup plus difficile d'avoir du crédit. Est-ce qu'il y a des leçons que vous avez tirées en termes d'octroi de crédit? Parce qu'on voit n'importe qui vient, je veux du crédit, on étudie l'activité, on lui donne du crédit. Aujourd'hui, il y a des leçons spécifiques à ce point? On ne peut pas donner... J'ai dit tantôt qu'on a 3 millions de bénéficiaires. Et les emprunts font à peu près le tiers de cet effectif-là, même moins, 25% par exemple. Donc ça veut dire que le ciblage est très fin. Okay. On ne peut pas donner du crédit à tout le monde. Il faut que la personne présente une activité qui, pour elle-même, sera rentable d'abord et qui va lui permettre de rembourser le crédit. Donc, ce n'est pas à tout va. Maintenant, sur la qualité de la clientèle, oui, on a tiré les leçons. Il faut être plus rigoureux dans le ciblage. Il y a des activités qui sont... on est avec des gens d'un niveau économique assez vulnérable, mais c'est un de mes doyens qui dit on finance la pauvreté bancable. La personne, il y a des pauvres qui ont accepté leur situation. C'est pas de ces pauvres-là qu'on parle. On parle des pauvres qui ont envie de sortir qui veulent sortir de la pauvreté, qui sont entrepreneurs. 5 000 francs dans certains milieux, c'est beaucoup d'argent. Mais 5 000 francs ailleurs, c'est insignifiant. Donc, c'est pas à tout le monde. C'est à ceux qui veulent entreprendre quelque chose qu'on veut donner du crédit. Vivement, en tout cas, ces réformes. Ange Ketor, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes le directeur de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo. Voilà qui nous conduit à un moment de pause et puis on va revenir après pour passer à regard croisé.